Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Émilie et moi sommes devenus meilleures amies au cours de la première année de lycée. Nous sommes liés par notre amour du théâtre. Nous fréquentions les mêmes groupes et suivions les mêmes cours. Il semblait si facile d'être meilleures amies. Les choses se sont compliquées lorsqu'il a fallu passer à l'université. Nous n'allions pas dans la même université, mais nous étions toujours très proches en tant qu'amis. Nous nous envoyions beaucoup de messages sur ce qui se passait dans nos vies et lorsque j'avais besoin d'un conseil, elle était la première personne à qui je parlais. J'ai eu du mal à faire la transition entre le lycée et l'université, où tout semblait si facile. L'université était un endroit complètement différent pour moi, et c'est à elle que j'en parlais. En première année, je la voyais tous les 2 mois. Elle était suffisamment proche pour que nous puissions essayer de trouver le temps de passer du temps ensemble. Je n'avais pas beaucoup d'amis, il était donc plus facile de lui laisser mon temps libre. Cela ne me dérangeait pas, c'était ma meilleure amie. La deuxième année a été la même chose. Mais j'avais mis de l'ordre dans ma vie. Je ne me débattais pas dans mes cours, mais ma vie sociale était toujours la même. Je n'avais que peu d'amis avec lesquels je traînais, et cela ne me dérangeait pas parce que je l'avais, elle. Nous nous parlions et nous nous envoyions des messages à propos de tout, et je lui faisais part de tous mes soucis et de toutes mes frustrations. Sans elle, je n'aurais pas survécu à ces 2 premières années. Je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé l'été dernier, avant la première année, mais je pense que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de sortir de ma coquille et de profiter de mes années d'université. Au début de ma première année, j'ai rencontré de nouvelles personnes avec lesquelles j'ai vraiment apprécié d'être en contact. Ils vivaient dans les dortoirs, dans le même couloir que moi, alors il était facile de passer du temps avec eux, même si c'était jusqu'à 2 heures du matin et que nous avions des cours tôt le lendemain matin. Je leur consacrais plus de temps et je ne me rendais même pas compte que j'avais mis ma relation avec ma meilleure amie entre parenthèses. Je ne l'ai découvert que lorsque j'ai essayé de lui parler et qu'elle ne m'a pas répondu. J'ai appris plus tard par ma sœur, qui était également très amie avec elle, qu'elles avaient parlé du fait que je l'ignorais. Elle m'envoyait des messages et je ne répondais pas. Elle essayait de me parler et j'étais trop occupée. Je ne me souvenais pas avoir fait tout cela. Je pensais que j'étais assez constante et que je répondais toujours. Je m'étais attachée à mes nouveaux amis. Ils faisaient désormais partie de ma vie quotidienne et je l'avais inconsciemment remplacé. Les 2 derniers mois de notre amitié, j'avais essayé de lui parler et d'arranger les choses, mais en vain. C'était la fin du semestre, nous étions toutes les 2 stressées par les examens et les problèmes familiaux et nous ne pouvions pas vraiment parler. Nous avons finalement parlé pendant les vacances d'hiver. Je n'avais aucune excuse pour ce que j'avais fait et lorsqu'elle m'a appelée, je lui ai dit que je ne voulais jamais la perdre. Notre amitié a pris fin ce jour-là. Je me suis assise dans ma chambre et j'ai pleuré pendant un moment pensant à la personne formidable que j'avais perdue. Je me sentais coupable de ce que j'avais fait. J'étais passée à autre chose sans jamais le lui dire et c'est là que j'ai fait une erreur. Plus tard dans la nuit, j'ai pris la décision de ne plus prendre mes amitiés à la légère, même si elles étaient à distance. Elle était une partie très importante de ma vie et je regrette de l'avoir laissée partir. J'espère qu'un jour j'aurai le courage de lui dire à quel point elle était importante pour moi. Elle a tant fait pour moi, même s'il s'agissait d'un simple message pour savoir comment j'allais. Je garde l'espoir qu'un jour nous pourrons redevenir amis. Mais ce n'est pas tout. Émilie écoutait un groupe de filles et au lieu d'essayer de me ramener à la raison, elle a laissé quelqu'un me la voler. J'étais tellement prête à essayer d'arranger les choses, jusqu'à ce que j'entende sa version de l'histoire. Je tiens à lui dire un grand merci. Eh oui, j'ai été aigrie, très aigrie, quand j'ai découvert la vraie raison pour laquelle ma meilleure amie ne me parlait plus autant. J'étais en colère contre elle et je l'ai blâmée pour tout. Je l'ai blâmée pour les moments perdus avec elle, pour les souvenirs, et je regrettais tout.
de l'argent à l'empreinte de vêtements, en passant par des choses simples comme aider à la maison, parce que tout cela n'était rien d'autre que du temps perdu. Je t'en veux, Émilie. Je veux qu'elle revienne. Je veux que ma meilleure amie revienne dans ma vie et qu'elle fasse des choses avec moi, comme des roulette-king, des voyages, des doubles rendez-vous, du shopping ensemble, des choses que les meilleures amies normales font. Mais je n'ai pas pu, parce qu'Émilie a choisi d'être avec d'autres amis. Je n'ai pas besoin d'elle. Elle a choisi de me quitter. Elle a choisi de ne plus être mon amie après que cette autre fille ait décidé de parler et de raconter des petits mensonges. Émilie a mis fin à notre amitié. L'autre fille n'y a joué qu'un rôle. Mais Émilie l'a accueillie et je dois la remercier pour cela. C'est cruel de faire cela à un être humain. Les êtres humains doivent se sentir désirés, ce qui n'est pas le cas. Quant à la fille qui m'a volé ma meilleure amie, assure-toi d'être là pour elle lorsqu'elle et son petit ami traversent une période difficile. Assure-toi d'être là pour lui parler lorsqu'elle a des doutes sur l'université ou que sa famille la harcèle. Assure-toi d'être là pour ses séances de rollicking, ses virées shopping ou tout simplement ses soirées cinéma. Prends-la dans tes bras lorsqu'elle pleure devant La Belle et la Bête. Sois la meilleure personne possible pour elle. Je sais qu'elle en a besoin plus que jamais, parce que c'est ce qu'elle mérite. Je ne pense vraiment pas que je m'en remettrai un jour. Elle m'a quittée pour une raison stupide, pour quelque chose que tu as causé. Mais ce n'est pas grave, on vit et on apprend. Quelqu'un a dit un jour, certaines personnes nous quittent, mais ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est la fin de leur rôle dans ton histoire. Je chérirai toujours notre amitié. Même si les choses n'étaient pas censées se passer ainsi. Votre meilleure amie l'est pour une raison. Et cela ne devrait pas se terminer de la même manière que pour moi. Souvenez-vous de tous les moments que vous avez vécus. Parce qu'un jour, vous ne serez peut-être plus les mêmes ou vous passerez à autre chose. Bonjour, je m'appelle Brenda et voici comment je me suis ridiculisée à l'âge de 14 ans. Avant de vous raconter mon histoire, permettez-moi de souligner quelques points. Tous les adolescents éprouvent parfois un peu d'anxiété. Il s'agit en fait d'une réaction normale au stress et cela les aide parfois à faire face à des situations accablantes. Pour beaucoup d'adolescents, des choses comme parler en public, les examens finaux ou même sortir avec quelqu'un peuvent provoquer des sentiments d'anxiété. Pour certains adolescents, cependant, l'anxiété peut aller au-delà de ces symptômes typiques et affecter négativement les relations amicales et familiales, la participation aux activités et même leur travail scolaire. Et ne me faites pas dire qu'être un adolescent ressort du sang du diable. Ok, c'était une blague innocente, mais je le pense vraiment. Donc, j'étais assise en classe, derrière le gars le plus mignon de ma classe. Son nom était Josh. Et je voulais juste lui demander son numéro de téléphone, mais j'étais terriblement timide et j'avais très peur d'être rejetée. Mais le moment du bal de l'école approchait. Je voulais y aller avec lui, mais il n'y avait aucun moyen de le faire en face à face. J'ai essayé de surmonter mon anxiété et je me suis convaincue d'y aller. J'ai débattu avec moi-même pendant un certain temps, manquant la plus grande partie de la leçon en classe de ce jour-là, avant de me décider à lui demander. Je lui ai demandé, et il a accepté. Il a lentement pris mon téléphone, a tapé son numéro et me l'a rendu. Je me suis sentie soulagée, j'avais obtenu le numéro. Je veux dire, j'avais tort, il n'y avait pas de quoi être inquiète. J'avais aggravé la situation dans mon esprit par rapport à la réalité. C'était agréable de réaliser que j'étais anxieuse pour rien. D'en finir et d'avoir son numéro. Je suis rentrée à la maison plus tard ce jour-là et j'étais si excitée d'appeler ou d'envoyer un SMS à Josh. Mais comme je suis timide socialement, j'ai essayé de lui envoyer un message. Mais le message n'a pas été délivré. J'ai vérifié le numéro qu'il m'a donné et j'ai remarqué qu'il comprenait le chiffre 911. Ce qui m'a indiqué qu'il m'avait donné un faux numéro de téléphone pour éviter que je le contacte. Je me suis soudain rendu compte à quel point j'avais agi bizarrement envers lui. Je n'avais pas de grand lien avec ce garçon avant de lui demander son numéro. Il n'y avait pas de relation entre nous. Alors j'ai dû lui faire peur en lui demandant son numéro. Je lui ai également demandé en plein cours en lui tapant sur l'épaule. Il n'y avait rien de naturel ou même de normal dans ma façon de procéder. Je n'ai pas agi de manière immorale, mais c'était terriblement gênant, socialement inapproprié et donc voué à l'échec. La rencontre a été douloureuse, mais je suppose que j'en ai tiré quelques leçons sur la façon de socialiser de manière appropriée.
J'ai également appris qu'il est incroyablement facile de ne pas voir les signes évidents que les autres personnes vous donnent lorsque vous êtes anxieux, car vous êtes tellement absorbé par vous-même que vous ne voyez pas les signaux sociaux. En repensant à la façon dont il était clairement mal à l'aise face à ma demande, ce qu'il a fait comprendre en ne souriant pas et en hésitant à accepter de taper le numéro. Si j'avais été concentrée et que j'avais prêté attention, j'aurais peut-être remarqué son comportement et la façon dont il reflétait clairement ses sentiments à mon égard et face à notre échange. Cela m'amène à me poser la question suivante. Est-il plus facile d'avoir une anxiété fonctionnelle que d'être prisonnier de sa propre coquille, figé par l'anxiété? C'est peut-être le moindre des deux mots. S'occuper est souvent le moyen de rester figé dans sa coquille avec l'anxiété. Mais pour moi, cette expérience s'est transformée en objectif et a renforcé ma confiance en moi. Je vois cela comme une étape, mais ensuite, l'amélioration de l'estime de soi et de la confiance en soi vous permettra de fonctionner sans anxiété. C'est le but ultime. Mais vous savez quoi? Écrivez votre propre histoire. Vous ne pouvez pas continuer si quelqu'un l'écrit pour vous. Beaucoup de jeunes à l'école ressentaient la même chose. Ils ne se sentaient pas bien. Et je ne savais pas pourquoi. Les adolescents se reconnaîtront ce qui est effrayant et aggrave l'anxiété. Il faut y aller pour savoir que l'on est bien à l'école, et on ne peut le savoir que si l'on y va. Surmonter l'anxiété n'est pas une question de hippie ou de charabia. Il m'a fallu des années pour surmonter ce que j'appelle la peur de la vie, et je l'ai appris à la dure. Alors, est-ce que la blague du diable a un sens? Je ne suis pas beaucoup les infos. Les crises internationales, les crimes, les enlèvements, toutes ces choses me consternent. C'est comme si notre monde était une jungle dangereuse, et je n'aime pas ce sentiment, car je suis une fille paisible, qui aime éviter les problèmes. J'étais loin de me douter que mon monde paisible allait être secoué par l'un de ces tristes événements. Je m'appelle Marsha, et j'ai 18 ans. Je vis avec mes parents et ma petite sœur, Marilyn. Ma mère m'a souvent prévenue d'être vigilante et d'éviter les situations dangereuses. Elle m'a dit que les gens pacifiques peuvent vivre dans un monde pacifique s'ils choisissent de le faire. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Un jour, j'étais à la fête d'anniversaire d'une amie, et nous étions en train de rire, de manger, de jouer et de passer un bon moment. Je ne faisais pas vraiment attention à mon téléphone, mais quand j'y ai jeté un coup d'œil, j'ai vu que maman m'avait appelé plus d'1 million de fois, vers minuit. Elle était visiblement inquiète de me voir sortir si tard. Alors j'ai décidé de me dépêcher de rentrer. J'avais peur de prendre un taxi seul, mais je devais me dépêcher de rentrer. J'ai donc marché jusqu'à la rue principale, qui était très faiblement éclairée, et j'ai vu un taxi tout près. Mais quand je me suis approchée, j'ai vu que toutes ses vitres étaient teintées. Et je ne me suis pas sentie à l'aise. J'ai cherché un autre taxi, mais le chauffeur de taxi a ouvert la porte d'entrée et a souri. Son âge avancé et son sourire amical m'ont désarmé, et m'ont donné un sentiment de sécurité. Alors je lui ai demandé de me conduire chez moi, et j'ai sauté sur le siège arrière. Il m'a demandé pourquoi je marchais seule dans une rue mal éclairée si tard dans la nuit, et je lui ai parlé de la fête et de ma perte de la notion du temps. Il m'a prévenu de ne plus sortir tard le soir, car c'était un moment dangereux pour sortir. Il m'a demandé si j'avais entendu parler d'un tueur en série nommé Bradley. J'ai répondu que oui, mais que je ne savais pas à quoi il ressemblait. À ce moment-là, il a ri, et j'ai entendu les 4 portes se verrouiller soudainement. Il m'a regardé et a dit « Je m'appelle Bradley. Maintenant que tu sais à quoi je ressemble, c'est un plaisir de te rencontrer. » J'ai crié pour qu'il arrête le taxi et me laisse sortir. Il a simplement déclaré que les simples erreurs peuvent parfois avoir le plus grand impact sur nos vies. Il s'est vanté que je serais un ajout parfait pour compléter sa collection de crânes. Dans la panique, j'ai attrapé sa ceinture de sécurité et j'ai commencé à l'étrangler avec. J'ai exigé qu'il arrête la voiture, mais il a refusé. J'ai commencé à l'étrangler de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il finisse par perdre le contrôle de la voiture. La voiture a quitté la route, a fait plusieurs tonneaux et s'est retrouvée à l'envers. Heureusement, j'étais encore consciente et ai pu sortir de la voiture renversée. Il a essayé de m'attraper pendant que je rampais, mais j'ai réussi à lui échapper. J'ai couru jusqu'à la route principale et j'ai fait signe à une voiture dans laquelle se trouvait une famille. Une fois arrivée à la maison, j'ai raconté mon horrible expérience à maman, qui m'a emmenée au poste de police. Après avoir écouté mon histoire et ma description du type, la police a promis d'enquêter et d'attraper le criminel dès que possible. Cette expérience m'a marquée à vie, mais je sais maintenant que je dois être forte si je veux continuer à vivre. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message d'un expéditeur anonyme qui disait « Sois prête pour la prochaine balade. Ce n'est pas la dernière fois que l'on se voit. »